Bonsoir à toutes et à tous, il est tout juste 18h30, c'est l'heure du journal. Voici les titres. Laayoune, capitale diplomatique, elle a accueilli aujourd'hui la 3e commission mixte Maroc-Guinée-Bissau et la première commission mixte Maroc-Malawi. Des travaux sanctionnés par la conclusion d'accords et de mémorandums d'entente. L'occasion aussi pour les chefs de diplomatie de ces deux pays d'Afrique de réitérer leur soutien à l'intégrité territoriale du royaume. Violence numérique, un fléau qui touche beaucoup plus les femmes. Selon le HCP, 1,5 million de femmes en seraient victimes au Maroc. Une violence électronique qui prend plusieurs formes en raison de la prolifération des outils technologiques et autres plateformes digitales. Enfin, nous irons à Rabat, ville lumière, la métropole séduite par son histoire, son architecture, sa médina et son patrimoine. La capitale sous un autre jour à suivre en fin de ce journal. C'est un secteur qui contribue à hauteur de 7% du PIB et emploie près de 20% de la population active. L'artisanat est aussi un pilier essentiel de préservation du patrimoine matériel et immatériel. Le secteur franchit aujourd'hui un nouveau cap et se dote d'un conseil national dont la première réunion a été présidée ce matin par le chef du gouvernement Aziz Arnouch, en présence de la ministre de tutelle et les représentants des chambres professionnelles de l'artisanat. Lors de cette réunion, il a été question d'exposer les contraintes et perspectives des différentes filières. Ces dernières années, des chiffres importants ont été enregistrés à l'export. Les exportations ont atteint 1 milliard de dirhams entre 2022 et 2023, avec une croissance estimée à 7%. Le secteur renforce également l'attrait touristique du pays et représente près de 10% des recettes touristiques en devises. Laayoune, capitale diplomatique où s'est tenue ce mardi la 3e session de la commission mixte de coopération Maroc-Guinée-Bissau. Plusieurs accords et mémorandums d'entente ont été signés à l'issue de ces travaux paraphés par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, et son homologue guinéen, Carlos Pinto Pereira, qui a à cette occasion réitéré la position constante de son pays en faveur de l'intégrité territoriale et de la souveraineté du Maroc sur l'ensemble de son territoire, y compris la région du Sahara. Sophia Fegroud. Les deux ministres des Affaires étrangères, côte à côte à l'issue des travaux de la 3e session de la commission mixte de coopération entre le Maroc et la Guinée-Bissau. Pour l'occasion, le ministre bissau-guinéen Carlos Pinto Pereira, tout sourire, se réjouit des résultats de cette importante réunion. Plusieurs instruments juridiques ont été signés. Il s'agit de 3 accords, le premier sur l'assistance administrative mutuelle en matière douanière, le deuxième relatif au transport routier des voyageurs et de marchandises, et le 3e permettra la reconnaissance réciproque des permis de conduire. Quant au mémorandum d'entente, il concerne notamment les domaines de la justice, du commerce, de la gestion de l'eau, de l'urbanisme, de la formation professionnelle et du sport. La jeunesse n'est pas en reste. Les deux ministres ont signé aussi un accord cadre de coopération relatif à l'octroi de bourses académiques, de stages et de partage d'expertise, d'une convention de jumelage en matière de formation des professionnels de santé et d'un programme d'application en matière d'artisanat et d'économie sociale et solidaire pour la période 2024-2026. S'agissant de la question de l'intégrité territoriale, Nasser Bourita a fait part de sa considération et de sa gratitude à son homologue bissau-guinéen pour le soutien permanent de son pays à la marocanité du Sahara. En témoigne l'ouverture d'un consulat général de la Guinée-Bissau à Dakhla le 23 octobre 2020. La tenue de la 3e session de la commission mixte de coopération Maroc-Guinée-Bissau s'inscrit dans le cadre de la volonté commune des dirigeants des deux pays, Sa Majesté le roi Mohamed VI et son Excellence le président Umaru Sissoko Embalo, d'approfondir la coopération et de la hisser au rang des relations de coopération et de partenariat stratégique. Nasser Bourita a d'ailleurs rappelé les multiples initiatives royales au profit des pays africains atlantiques et celles favorisant l'accès des pays du Sahel à l'Atlantique, dans le but de garantir les conditions de l'émergence d'une nouvelle ère de développement partagé et de prospérité au profit des peuples africains.
L'Aïoun a également abrité la première session de la commission mixte de coopération Maroc-Malawi, tenue sous la coprésidence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, et son homologue Nancy Tembo. La session a permis d'examiner et d'asseoir des partenariats fructueux dans de nombreux domaines. Lors de ces travaux, la chef de la diplomatie malawienne a tenu à réaffirmer le soutien de son pays à l'intégrité territoriale du Maroc et à la souveraineté du Royaume sur ses provinces du Sud. Dans un communiqué conjoint publié à l'issue de cette première session de la commission mixte, les deux ministres ont convenu de maintenir la dynamique actuelle et réaffirmer leur engagement à explorer de nouvelles voies de coopération dans les domaines prioritaires à l'avenir. Selon le communiqué conjoint, le Royaume s'est engagé à organiser en 2024 une semaine de promotion économique au Maroc pour favoriser les échanges et explorer de nouvelles opportunités de coopération dans des domaines d'intérêt commun, en plus d'établir une mission économique marocaine en République du Malawi en 2025. Le Maroc s'est engagé à organiser un forum économique en 2026 en République du Malawi pour promouvoir les relations économiques et commerciales entre les deux pays. L'actualité internationale nous mène tout d'abord aux États-Unis où Donald Trump a été officiellement désigné candidat du Parti républicain aux élections présidentielles américaines de novembre prochain. Pansement sur l'oreille, l'ex-président américain a été accueilli par une foule survoltée qu'il a longuement ovationné debout. Pour l'épauler dans la course à la Maison-Blanche, Donald Trump a choisi un sénateur de 39 ans comme colistier, le sénateur J.D. Vance du grand État de l'Ohio. Ancien militaire, ce jeune élu n'a eu de cesse de défendre au Congrès les causes chères aux républicains comme la lutte contre l'immigration. Et puis en France, c'est ce soir que le gouvernement va démissionner après l'échec du Premier ministre Gabriel Attal à obtenir une majorité pour le camp présidentiel aux législatives. Mais Gabriel Attal restera en charge des affaires courantes pendant quelques semaines. Emmanuel Macron a laissé entendre en Conseil des ministres que cette situation de gouvernement démissionnaire pourrait durer un certain temps. Quelques semaines, vraisemblablement jusqu'à la fin des JO, au moins selon certains ministres. Aux législatives, la coalition de gauche du Nouveau Front Populaire a décroché le plus grand nombre de sièges, mais n'a pas obtenu la majorité absolue à l'Assemblée nationale, désormais divisée en 3 blocs, le NFP suivi par les camps présidentiels de centre droit et l'extrême droite et ses alliés. Et puis au Soudan, le risque de famine guette le pays. Plusieurs pays, dont le Maroc, ont alerté à Genève sur une situation alimentaire alarmante. Ils expriment également leur profonde préoccupation quant aux répercussions de la poursuite du conflit sur le Soudan et les pays voisins. Les discussions entre les deux parties en guerre et un émissaire de l'ONU se poursuivent cette semaine à Genève, centrées notamment sur l'aide humanitaire et la protection des civils. Le conflit au Soudan a fait des dizaines de milliers de morts et provoqué le déplacement de plus de 10 millions de personnes selon l'ONU. La diffamation, la diffusion de fausses informations ou le chantage électronique, des phénomènes parmi d'autres de la violence numérique. Ces victimes sont en majorité des jeunes filles ou des femmes, un phénomène qui prend de l'ampleur et représenterait 19% sur les différentes formes de violence au Maroc. Anwar Al-Goumari, Kautar Aboutir et Zakaria Mokinbillah. Ils sont présents partout dans la vie de tous les jours. Smartphones et ordinateurs connectés sont autant de fenêtres ouvertes sur le monde. Si ces appareils sont devenus indispensables, leur utilisation non avisée peut vite virer au cauchemar. En cause, la publication par des tiers de photos ou d'informations personnelles sur Internet à des fins malveillantes. Les victimes se retrouvent ainsi aux prises de menaces et de chantage de la part des personnes à l'origine de ces actions. Avec le développement des technologies d'information et de communication, nous entendons de plus en plus parler de violence numérique. Ce sont surtout les jeunes filles qui y font face. Cela les affecte de façon négative et peut même détruire leur vie. J'ai déjà fait les frais de la violence numérique. C'est un phénomène de plus en plus répandu, un vrai facteur de dérangement.
D'après le Haut Commissariat au Plan, la violence numérique a représenté 19% sur les différentes formes de violence au Maroc entre 2020 et 2022. Près d'1,5 million de femmes marocaines auraient déjà subi ces conséquences. D'après une autre étude, les jeunes femmes participant à la vie associative ou politique sont plus exposées à ce phénomène. Il existe plusieurs formes de violence numérique, la diffamation, la publication de fausses informations ou le chantage. Afin de se protéger, nous appelons les jeunes filles et les femmes de ne pas publier des informations sensibles sur les réseaux sociaux et de les initier à une culture informatique de nature à les protéger. 87% des femmes victimes ont pensé au suicide. D'autres femmes ont perdu leur travail, abandonné les études ou leurs activités parce qu'elles ont été victimes de diffamation et d'atteinte à leur réputation. Il est donc temps d'intensifier les campagnes de sensibilisation à ce sujet. Selon les chiffres, 73% de faits de violence numérique sont commis par des étrangers. À travers le détournement d'informations et de photos privées sur les réseaux sociaux, les prédateurs arrivent à faire chanter leurs victimes présumées. Les conséquences sociales, économiques et psychologiques de ce phénomène sont alarmantes, d'où la nécessité d'une réelle prise de conscience, de nature à freiner l'aggravation de ce problème sociétal. Rabat, capitale marocaine de la culture, la ville lumière peut se targuer d'avoir un riche patrimoine civilisationnel. Depuis l'époque phénicienne, la ville a connu plusieurs vies avant de devenir celle que nous connaissons toutes et tous. Aujourd'hui, zoom sur l'histoire de notre capitale et de ses monuments. Reportage Kautara Boutir, Oumaïma Ramli. Elle trône fièrement au cœur de la ville. Enchevêtrée dans le sol, elle est le témoin d'une époque millénaire. Bâtisse du XIIe siècle, la tour Hassan est le symbole même de la capitale. Là où passé et futur ne font qu'un. Allons à la découverte d'une ville riche de par son histoire, celle d'Arrebat, l'ancienne forteresse. De ses murailles ressurgit le passé, celui d'une ville qui respire encore le génie de ses bâtisseurs. L'ancienne médina de Rabat a été édifiée au milieu du XIIe siècle par les Almoravides. La ville a connu une remarquable extension à l'époque de Yaqub al-Mansour. C'est à cette période que les remparts sont sortis de terre pour protéger la ville. Cet ensemble architectural renseigne sur l'historique riche de la ville. Des civilisations qui ont laissé des empreintes indélébiles. Des traces qui font de la capitale un véritable joyau architectural où il fait bon flâner, découvrir et surtout s'émerveiller. Je trouve splendide, je dirais, aussi bien au niveau architecture, donc les portes, les différentes petites rues avec ruelles, avec des ponts, donc pour passer. J'ai beaucoup apprécié l'ancienne Médina. Il y a une ambiance unique. Les magasins vendent de belles pièces. Il y a tant de choses à voir. Je reviendrai certainement. Une cité qui s'embellit de jour en jour, avec ses monuments, ses parcs et ses jardins. Rabat est depuis 2012 classé patrimoine mondial. Une ville lumière qui rayonne partout. Voilà, c'était un reportage signé Meriem Benzikri sur un commentaire d'Oumaïma Ramli. Jour de fête à Madrid, après le titre à l'Euro, place à Mbappé. Il faut dire qu'après avoir passé sa visite médicale, Mbappé a enfin paraphé son contrat de 5 ans avec son président Florentino Pérez. Pour son nouveau Galactique, le club espagnol a déroulé non pas un tapis rouge, mais un tapis bleu pour l'accueillir comme une rockstar. Plus de 80 000 supporters du Real Madrid ont assisté à la cérémonie de présentation officielle de l'attaquant français au stade Santiago Bernabéu. Je suis fier de réaliser mon rêve et de devenir un joueur du meilleur club de l'histoire du football, a déclaré l'avant-centre français dans un espagnol parfait. À Madrid, il formera avec Vinicius et Jude Bellingham un trio offensif qui fait déjà rêver les supporters du club, qui a remporté le 1er juin dernier sa 15e Ligue des Champions. Eh bien voilà, bonne chance à Mbappé et à toute l'équipe du Real de Madrid. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve bientôt. Excellente soirée.